La fameuse voix sexy, c'était pas la mienne, mais fameuse voix sexy. Bonsoir à tous du coup, et surtout merci à tout le monde, à tous les participants d'être là ce soir. On sait que vous êtes assaillis par tous les webinars en ce moment pendant cette durée de confinement. Mais nous, on est très contents d'être avec vous ce soir, et même à un horaire qui est un peu plus tardif qu'à l'habitude, mais ça nous permet d'être tous tranquilles et concentrés pour aborder une thématique ce soir, en plus qui nous tient à cœur avec Mickaël. Moi, j'ai le plaisir d'être la modératrice ce soir de Mickaël Samama, que je connais très bien parce que on est collègues depuis toujours. Donc là, Mickaël, il est actuellement praticien hospitalier avec moi à la Pitié-Salpêtrière. C'est pour ça qu'on a l'habitude de travailler ensemble et on se connaît bien. Donc on trouvait ça plutôt légitime de faire nos présentations respectueusement comme ça à deux, et pour aujourd'hui pour Mickaël et la semaine prochaine pour moi. Et voilà, moi ça me fait plaisir, d'autant plus que là je commence à être nostalgique de notre binôme à la Pitié, ça commence à faire un petit peu long. Et puis du coup, voilà, pour la présentation, vous connaissez Mickaël, il travaille à la Pitié-Salpêtrière, et on s'occupe tous les deux du DU de préimplanté et d'implantologie également. L'un rattaché au service de maxillofacial et moi en odontologie. Et ce soir, Mickaël, tu vas nous proposer une réflexion en fait sur la gestion des atrophies maxillaires en chirurgie préimplantaire, en t'appuyant sur cette classification de Cawood qui a été publiée à la fin des années 80. Et finalement, cette classification, on est très curieux de voir comment tu l'as abordée. Et même si moi je la connais, je peux vous dire en tout cas qu'elle a beaucoup servi, en tout cas pour les étudiants qu'on a, que ce soit les étudiants du DU ou les internes. Elle a beaucoup servi pour la prise en charge des patients sur le plan thérapeutique et clinique. Donc j'espère que ça pourra éclairer et inspirer les praticiens qui ont le courage de se connecter ce soir avec nous. Donc Mickaël, je te laisse la parole pour ton petit topo. Comme l'a dit Anna Pisarenko tout à l'heure, si vous avez des questions, vous les notez. Moi, je vais les relever au fur et à mesure. Je me permettrai, Mickaël, de t'interrompre pour te poser les questions si je vois que ça peut empêcher à certains de comprendre la suite de ta présentation. Et de toute façon, on gardera un temps de questions-réponses à la fin pour toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu tout de suite, et on aura le temps de discuter et de vous donner la parole éventuellement à la fin de cette présentation. Et donc, Mickaël, je te laisse la parole. Merci beaucoup Alice, merci pour tes gentils mots. Une question, est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui. Ok, parfait. Donc bonsoir à tous, je vais vous faire un webinar qui me tient à cœur sur une application clinique de la classification Cawood. C'est une classification qui est assez connue en prothèse. Et avec Alice, on s'est posé la question un petit peu de comment on pouvait l'appliquer en chirurgie préimplantaire. Donc je vais vous montrer un petit peu le laïus. Avant de commencer, je voudrais remercier déjà Anna Pisarenko de la société Zimmer de nous avoir proposé ces webinaires, puisque je serai aussi modérateur pour Alice, qui nous fera une super conférence sur les ostéotomies segmentaires de Chucart pour récupérer l'espace prothétique. C'est un thème aussi, une thématique qui nous tient énormément à cœur. Donc merci beaucoup Anna. Merci également à une personne importante, c'est Marilyn Diaz, qui nous a toujours soutenus de la société Zimmer. Je vais faire quelques remerciements, ça dure 1 minute, et après on passe au vif du sujet. Je voudrais remercier également ces 5 personnes qui sont 5 personnes qui comptent énormément pour moi. Vous avez le docteur Benoît Philippe, qui est chirurgien maxillofacial, que j'ai eu la chance d'assister pendant quelques années, et je l'en remercie beaucoup. C'est vraiment pour moi un des leaders mondiaux en chirurgie préimplantaire, un grand monsieur, et je le remercie vivement pour tout ce qu'il a pu m'apprendre. À côté, vous avez Céline Benasser, qui est un chirurgien maxillofacial pédiatrique et qui a aussi une activité libérale en chirurgie plastique. C'est un grand monsieur de la chirurgie avec un énorme cœur. À côté, le docteur Didier Hernenwein, qui est un ami et que je remercie pour son soutien. À côté encore, là, mon binôme, le docteur Alice, qui a été vraiment un partenaire en chirurgie orale d'avoir accepté d'être mon modérateur et une amie hors pair. Donc merci à toi Alice. Et enfin, mon patron, mon premier patron, puisque j'ai un deuxième patron maintenant, le professeur Patrick Goudot, qui m'a soutenu, qui m'a aidé, qui m'a appuyé dans ma démarche de choisir cette spécialité.
Donc pour tout, monsieur, merci beaucoup. Vous êtes comme un père pour moi, donc merci beaucoup. Enfin, je voudrais remercier deux personnes. Mon nouveau patron, le professeur Chloé Berthelus, qui continue à me faire confiance pour m'occuper de la chirurgie implantaire et préimplantaire du service à temps partiel. Et enfin, le docteur Marc Steve, qui est mon collaborateur, enfin, qui a eu la gentillesse de mettre le pied à l'étrier, qui est vraiment un chirurgien maxillofacial hors pair, euh, qui a une super activité en chirurgie orthodontique, en implanto, préimplantaire aussi, et que j'apprécie vraiment du fond du cœur. Alors, passé ça, bah, je vais vous raconter un peu qui je suis. Donc, ça, c'était moi petit. J'avais 3 ans avant qu'on me coupe les cheveux. J'avais des belles bouclettes blondes. Et je suis né dans une ville qui s'appelle Bagnolet, qui est en bordure périphérique. Là, ça fait un peu américaine. Voilà, en bordure périphérique de la banlieue parisienne. Voilà, dans une petite habitation ici. J'ai fait mes études de médecine à Créteil, parce que je suis de formation médicale initialement. Et puis, je me suis dirigé après l'internat vers un premier semestre en chirurgie plastique, à Mont-d'Or aussi, où j'ai rencontré le professeur Méningo et il m'a conseillé, alors c'est pas parce que j'avais deux mains gauches, je m'intéressais à la chirurgie, vivement conseillé d'aller dans cette spécialité. Puis je me suis lancé dans cette spécialité finalement. Et bien au début, c'était la première fois qu'on lançait cette spécialité. Et je me suis intéressé énormément à l'odontologie. Je voulais mettre des implants, des implants, des implants. Et puis au cours du deuxième et troisième semestre, j'ai commencé à mettre des implants. Puis je me suis rendu compte que finalement, bah, c'était pas la fine. Je ne savais pas, je ne connaissais pas bien la prothèse, c'était pas tout, et donc j'ai dû me remettre à réfléchir et à comprendre des notions qui étaient bien loin de ma formation initiale, qui étaient des notions de prothèse. Ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, et finalement j'ai pu obtenir mon diplôme et j'ai eu la chance d'être sélectionné et nommé dans le prestigieux service de chirurgie maxillofaciale, chirurgie orale de la Pitié-Salpêtrière, où on m'a d'abord nommé chef de clinique, un petit passage par PH puis rechef de clinique, et puis ensuite co-directeur du DU d'implantologie avec Jean-Yves Doucan, puis pardon, et puis ensuite j'ai été nommé directeur avec Alice du DU de chirurgie préimplantaire, le DU CRPPIO, et ce cours-là est le cours d'introduction finalement qu'on peut faire au DU de CRPPIO, et puis depuis 2019, une activité libérale à Paris également. Euh, donc le problème, c'est quand je suis arrivé à la Pitié, bah, c'était très très bien, mais je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les bases. En tout cas, j'étais très démuni devant ces situations cliniques qui étaient des atrophies extrêmes du maxillaire et dont les réponses ne tombaient pas forcément sous le sens qui n'était pas évidente à chaque fois. Et on avait de multiples techniques qu'on avait pu apprendre au cours de notre internat, mais elle n'était pas forcément adaptée à la situation clinique. Et en fait, c'est un petit peu ça le but de cette conférence, c'est d'essayer de comprendre comment, à partir de situations cliniques, eh bien, on est arrivé à essayer d'avoir une prise en charge standardisée pour ces patients difficiles, mais également des patients standards qui nécessitaient des grades d'approche. Donc, c'était un peu la panique au départ. Et je suis intéressé à une vieille classification, qui est la classification de Cawood. Et cette classification, elle est fantastique quand on la rencontre. Donc, Cawood, il a écrit en 1991 cette classification pour les résorptions du maxillaire et de la mandibule. On pourrait parler de la mandibule, mais c'est excessivement difficile. Je ne sais pas si quelqu'un peut appuyer sur refuser à chaque fois, sinon je suis obligé de me déconnecter. Non. Si. Non, moi, j'ai pas accès à peut-être Anna. À quoi? Il y a marqué Margot demande d'annoter le contenu partagé. C'est pas fait exprès, hein. Les pauvres gens, c'est en bougeant la souris ou autre chose. Donc il faut pas faire attention. Je suis désolée, hein. C'est comme ça. Pas de souci. Donc Cawood, il a décrit cette classification au maxillaire antérieur. Donc là, on va faire le maxillaire aujourd'hui parce que la mandibule, c'est encore un autre sujet. Puis sinon, il faut s'inscrire au DU. Pour le maxillaire, eh bien, on a en gris, on va avoir en gris, ça va être fatigant ça, l'os basilaire, l'os résiduel, et puis en blanc, on va avoir l'os alvéolaire qui va avoir tendance à se résorber dans le temps. Et on regarde qu'entre le Cawood 0 ou le Cawood 1, le Cawood 2, 3, 4, 5, 6, la problématique est différente, qu'on soit au maxillaire antérieur ou au postérieur. Basé sur ça, donc on va essayer de comprendre bien finalement comment, à partir de cette classification, on peut avoir une réponse en obtenant un implant dans un volume osseux
avec du tissu gingival qui recouvre pour avoir une esthétique parfaite. Et la problématique va être quelle est la bonne technique de reconstruction de ces pertes osseuses, qu'on soit en KO 2, 3, 4, 5 ou 6. Et c'est un petit peu la thématique du jour. Voilà pourquoi je m'y suis intéressé, c'est par ce parcours un petit peu en dents de scie. Cette diapositive finalement résume tout ce dont on va parler ce soir. Et donc finalement, vous pouvez partir maintenant parce que voilà, tout est dit sur cette diapositive. On va développer à partir de 1 ou 2 cas cliniques à chaque fois cette classification qu'on a essayé de mettre en place avec ma collègue, le docteur Guillaume. Alors voilà un cas d'une patiente qui a une 11 qui était couronnée, et puis finalement il n'y a plus de rétention, cette 11 est tombée, on fait un cliché cone-beam, et puis on voit qu'on a une faible épaisseur de l'os de la tablette osseuse vestibulaire, qui est toujours le cas de toute façon en vestibulaire des dents, on a à peu près 1 mm, il y a plusieurs études qui ont montré ça, et donc cette indication-là, on a envie devant ce parodonte un petit peu épais, même s'il y a une récession un petit peu sur la 13, on a un parodonte qui est quand même assez costaud, on a envie d'extraire la dent, et une fois qu'on a extrait cette racine, eh bien, on va se retrouver dans cette classification KO2 en bas. Et donc, c'est pour moi l'indication du protocole d'extraction, implantation immédiate. Temporiser, pas temporiser, mise en esthétique, ça c'est une autre école. Là, je vous parle juste des indications. Je vous ai mis à chaque fois les références des articles qui sont les premiers en haut. Vous voyez qu'à droite, là, sur ce petit diagramme où il y a ce petit schéma, on a la couronne prothétique, on a l'implant positionné, et puis on a l'os à la fois basal et alvéolaire. De 0 à 10 mm, on est sur l'os basal, et puis de 10 à 20 à peu près, un petit peu moins, on est sur l'os alvéolaire résiduel. Donc voilà un petit cas clinique. Donc on va extraire la dent. On va ensuite vérifier qu'il n'y a pas de fenestration. On va cureter le fond de l'alvéole pour vérifier qu'il n'y a pas de lésion apicale, mais il n'y en avait pas au scanner, comme vous l'avez au cone-beam, pardon. On va vérifier un petit peu notre tablette osseuse vestibulaire, et voilà sur lequel on se retrouve donc sur une extraction atraumatique. On va éviter de faire une incision sulculaire, là pour le coup, on va vraiment essayer de préserver un petit peu au maximum ces papilles. Ensuite, eh bien, on va pointer, alors moi j'aime bien pointer en direction du palais pour aller faire une marque, et puis ensuite on va passer le premier forêt de 2-3, donc voilà la première marquage qu'on peut voir, le premier marquage, et puis ensuite on va passer le forêt 2-2-3, puis le forêt 2-2-8. Là, vous voyez qu'il y a une annotation sur mon écran ou pas, Alice? Allô? Je vais continuer comme ça. Tu m'entends? Non. Ouais. Il n'y a pas d'annotation chez vous? Non. Il y en a une sur moi. Tu me dis si ça perturbe l'écran, sinon je continue comme ça. Donc voilà, on va forer, et puis ensuite on va placer le tuteur, ce fameux tige de parallélisme, pour vérifier si notre implant ne sort pas trop en vestibulaire. Là, il est peut-être un petit peu trop incisal. Et puis ensuite, eh bien, on va passer le dernier forêt, un 2, 8, 3, 4, et puis on va positionner notre implant. Ici, c'est un implant 3,7 par 11,5. Donc on est dans un protocole d'extraction-implantation immédiate. Voilà l'implantation, voilà, avec l'axe qui a été un petit peu corrigé, un peu plus. On voit qu'il est comblé avec un substitut osseux et la mise en place d'une membrane collagénique parce qu'on avait décidé de ne pas mettre en charge cet implant. Donc voilà, on va combler le hiatus. À partir de 2 mm, il faut combler. Donc on va combler ce hiatus. Et on va mettre en place cette membrane qu'on peut un petit peu laisser exposer. Ce n'est pas très grave, c'est une membrane collagénique assez conventionnelle du commerce. Et on va mettre des points. Je suis assez friand des points résorbables, j'aime pas trop revenir. Et voilà la situation clinique en fin d'intervention. Elle avait un petit appareil amovible. On va lui demander de garder pendant 5 jours parce qu'il va faire compression et il permettra de garder cette architecture également gingivale. Voilà la cicatrisation à 1 mois. Et voilà le résultat final. La prothèse a été faite par mon ami le docteur Iris Haddad, provisoire puis définitive. Là, c'est immédiatement après. Et je pense qu'on aura, avec le phénomène de succion, le point de contact avec la papille qui sera bien rétabli. Mais la patiente était plutôt satisfaite. Donc ça, c'est sur du KO 2. On est sur un protocole d'extraction-implantation immédiate sur des dents non conservables. Ici, vous voyez qu'on a une épaisseur osseuse qui est limite pour la plantation, mais on a envie quand même d'y aller avec de densité intermédiaire. On est en site canin, on est sur du KO3. Le KO3, surtout au maxillaire, c'est l'indication à l'expansion de crête. C'est-à-dire qu'on va vouloir élargir un petit peu cette crête pour pouvoir
mettre en place un plan, plus ou moins associé à une ROG, c'est le protocole d'expansion de crête. Si jamais on était sur un édentement complet, avec du KO 3 partout, et des résorptions par exemple dans les sinus, ce serait une bonne indication par exemple d'un Holland fort. Je ne vais pas en parler ici parce que là on est sur du sectoriel, on parlera du complet plus tard. Donc le protocole, eh bien voilà, quand on a une épaisseur entre 4 et 6 mm, je vous conseille quand même plus proche des 6 que des 4. On va passer au disque ou au piezo, donc faire deux traits plutôt parallèles, là ils sont un peu biseautés, ce qui va entraîner de la contrainte au milieu, donc c'est pas très bien ça. Et puis ensuite on va passer le premier forêt pointeur plus le premier forêt, et puis moi j'aime bien passer ces ostéotomes de chez Stoma, qui sont bien adaptés quand même par rapport à ceux de chez Zimmer, puisque le vert correspond à peu près à 10 mm, le blanc à 6 mm, donc on sait à peu près, à 8 mm, pardon, on sait à peu près la distance dans laquelle on va pouvoir expandre. Donc une fois qu'on a fait notre expansion, voilà, vous voyez, la corticale va se déplacer, on a créé un espace, on va pouvoir insérer l'implant. Alors il faut faire attention, hein, voilà, ici il y a une petite fracture de la tablette qui n'est pas très grave, on a juste raplati cette crête et voilà, l'implant est posé et la restauration prothétique en canine, qui est une dent difficile à implanter. Ici, on a un peu de scrapping, donc on est assez content chez cette patiente. Donc le KO 3, ce sera vraiment pour moi les protocoles d'expansion ou de pose d'implant avec ROG. Ici, on a moins de 4 mm d'épaisseur osseuse. On est dans une crête atrophique en secteur antérieur. Donc on est plutôt sur une classification de type KO 4. Et le KO 4, vous voyez ici qu'on n'a pas de perte alvéolaire, on n'a pas de perte verticale. Donc on n'a que de la perte en transversale, en horizontale. Donc on n'a pas besoin de reconstruire en vertical. Donc ici, c'est pour moi l'indication de greffe d'apposition, qui est la technique avec le sinus lift et les dents de sagesse probablement la plus démocratisée en chirurgie orale. C'est une technique qu'on fait 5-6 fois par semaine dans le service et j'aimerais bien un peu plus en libéral, mais il faudra que je me développe. Mais voilà, c'est une technique assez répandue quand même. Euh, il faut respecter quand même ce diagramme qui avait été proposé par Wang en 2006, qui est bien sûr d'avoir une fermeture primaire totale, hein, vraiment une fermeture étanche, une angiogénèse qui doit être activée par des greffons pas trop larges, avec du broyat osseux en dessous, mais ce n'est pas obligatoire. En tout cas, ce qu'il faut, c'est avoir un greffon qui soit cortico-spongieux pour maintenir l'espace, et puis avoir une très bonne stabilité, qu'on soit en régénération osseuse ou en greffe d'apposition avec de l'autologue. Il faut vraiment que la reconstruction, comme toute greffe, que ce soit une greffe d'os, de peau, il faut que la greffe ne bouge pas pour qu'elle prenne. Donc, si on récupère ce diagramme de passe et puis on l'applique, et eh bien, voilà l'étendue des greffes qu'on peut faire, que ce soit l'unitaire pour une dent. Donc, avec du prélèvement rétromolaire, donc on peut faire de 1 à 3 dents. Après, au-dessus de 3 dents, ça commence à être un petit peu compliqué. Il faut prendre l'autre côté. Mais voilà les possibilités qu'on a. Vous voyez ici qu'on peut faire du broyat, du scrap pour mettre un petit peu en dessous. J'aime bien mettre les greffons en compression. C'est quoi la compression? C'est-à-dire que sur mon greffon, je vais avoir un trou qui est plus large que sur le site receveur pour que la vis vienne mater, vienne appuyer, vienne comprimer la greffe. Donc c'est une technique qui est très répandue. La technique de prélèvement, eh bien, on fait une type dent de sagesse un petit peu modifiée ou fond du vestibule, et puis on va exposer le ramus. On va essayer de préserver au maximum le périoste pour éviter que les gens saignent, que les patients saignent. On est en train de faire une étude avec un de mes anciens internes, Martin Godina, pour voir un petit peu la iatrogénicité de ce prélèvement. On est un peu plus lourd que sur une dent de sagesse. C'est une bonne information pour nos patients. Donc, soit on prélève en faisant des micro-perforations telles que l'a montré bien Tulane, Coury, Mich, et on va pouvoir sectionner ce greffon. Soit on l'utilise au pied de zotome. Franchement, avec cet insert au T12, là, ça va assez vite. C'est un vrai plaisir. Et puis, on va assez simple. C'est vrai que la piezochirurgie aujourd'hui a bien révolutionné. Il faudra peut-être repenser à ça en période de Covid, puisque un peu comme un détartrage, bah, ça nébulise. Donc peut-être qu'on reviendra pendant une petite période à ces prélèvements avec une fraise fissure tout simplement. Je ne fais pas de trait apical, je fais une fracture dirigée en bois vert parce que je fais deux incisions très très parallèles. Et en fonction, plus je descends bas dans mes décharges sur les côtés, et plus je vais avoir un greffon qui va être étendu. Donc voilà un petit cas clinique. Donc on a une crête qui est inférieure à 4 mm et je vous
donne l'indication pour moi que moins 4 mm, vous faites une greffe. Au-dessus de 4 mm se pose la question d'implantation ROG, d'expansion de crête, donc de revenir sur un KO de 3. Donc sur ce KO de 4, eh bien, on va ouvrir la gencive, on va exposer généreusement, on va dépérioster, bon, c'est la technique classique de greffe d'apposition, on va faire des incisions de relaxation périostée, comme l'a dit Wong, pour pouvoir avoir une fermeture primaire. On va ensuite, eh bien, avec notre insert, faire le prélèvement. Donc d'abord, on ouvre le site receveur, ensuite le site donneur, et on ferme d'abord le site receveur et en dernier le site donneur. Donc voilà l'insert OT12 qui est vraiment un insert très clair parce qu'il va pouvoir couper tout droit et sur les côtés sans changer d'insert, donc j'aime beaucoup. On clive le greffon. Un greffon qui est assez large, à peu près 1 cm sur 1,5 cm, et on va le mettre en compression. Vous voyez qu'en dessous, là, j'ai mis du broyat osseux. On a légèrement sur contouring, c'est pas très grave, et on va mettre 2 vis en compression. Ici, c'est les vis de chez Medartis. La fermeture primaire, voilà. Je mets du fil résorbable. Le contrôle à 4 à 6 mois, on peut tomber à 4 mois pour la mise en place de ces implants, et entre-temps, elle avait eu un trauma dentaire, cette petite, et donc une décoloration de cette dent. Elle a été prise en charge par mon ami et interne pour l'instant, docteur Victor Marciano, et on avait posé cet implant et puis réalisé la couronne provisoire, puis définitive. Ça a peut-être été un petit peu généreux sur la gingivectomie, mais voilà. Donc ça, on est sur du KO de 4. C'est peut-être la plus fréquent, en tout cas, des indications de greffe d'apposition de 1 à 2, 3 dents. Là, on commence à devenir un petit peu intéressant. On va prendre le temps tranquillement. Vous avez à gauche de l'écran technique sans compensation prothétique. À droite, vous avez avec compensation prothétique. Positionné volontairement à distance de la crête alvéolaire parce qu'on a une résorption de la crête alvéolaire. On est dans une classification ici de KOUT 5. En haut, vous avez ces images cône beam qui sont soit en antérieur, soit en postérieur. Vous avez le cône de Gutta, un espace assez important prothétique, ou alors une dent prothétique qui est très importante. Ici, donc, on est sur du KOUT 5. Si on ne veut pas faire de compensation prothétique, eh bien, on va devoir reconstruire la crête en 3D, donc avec des greffons verticaux et horizontaux. Et si on veut faire de la compensation prothétique, on va passer sur des techniques de sinus lift ou de nasal lift, avec de la compensation prothétique, donc de la fausse gencive rose. Tout va dépendre de l'exposition du sourire, de ce que veut le patient, de son âge, de son profil, de sa volonté. Donc voilà, imaginons ici un patient qui avait eu un traumatisme facial, qui a été reconstruit par nasal lift et avec une pose d'implant, et il y a de la compensation prothétique. Le problème, c'est que ce patient, il a un sourire gingival, et esthétiquement, c'est très moche. Donc, il va falloir, tant que faire se peut, essayer de reconstruire le patient. Il ne va pas falloir parce que je sais faire une technique, je vais faire ça chez mon patient, il va falloir adapter la technique à la problématique du patient. C'est ce qu'on répète tout le temps dans les cours, dans les DU, c'est finalement, il y a un problème, il va falloir trouver la meilleure technique, la meilleure solution. Donc ici, le rose est matérialisé sur mon schéma, ici sur la fausse gencive. Alors, le protocole de reconstruction de la crête, eh bien, pour moi, sur ces KOUT 5, je fais de l'autologue. Donc, vous voyez en bas à gauche de l'écran, vous avez le cône beam. Vous voyez la distance qu'il va falloir gagner sur ce cas clinique pour pouvoir avoir un implant finalement qui va affleurer la crête. Donc, j'utilise plutôt une incision fond du vestibule pour pouvoir avoir une couverture muqueuse et musculaire parfaite, sans tension, parce qu'effectivement, je n'aime pas que mes greffons soient en contact direct avec ma suture, parce que c'est fortement quand même à risque en secteur antérieur maxillaire d'exposition. En secteur postérieur maxillaire et mandibulaire, il n'y a pas trop de soucis, mais en secteur antérieur, du fait de la fibromuqueuse palatine, on a du mal à la tracter, on a du mal à travailler avec. Moi, j'ai plutôt tendance à faire ça, mais parce que je fais de l'autologue, je ne fais pas trop de régénération osseuse guidée avec des mèches titane ou avec des membranes armées. J'en ai pas une grande expérience, donc je fais ce que je sais faire et je vais vous montrer ça. Chaque fois, il y a des choses qui viennent sur mon écran. Donc, on est sur du KOUT 5, pardon. Donc, encore une fois, on va devoir reconstruire la crête de cette façon. Alors, il y a différentes alternatives pour reconstruire cette crête, mais là, l'objectif, c'est de gagner 7-8 mm de hauteur. Donc, en fonction de la sévérité de cette atrophie du prémaxillaire, eh bien, on va orienter notre protocole opératoire.
Si on a une perte qui est à peu près de 5-7 mm, on peut, et qu'on a une crête très large, assez intéressante pour pouvoir poser les implants, ou si les implants ont déjà été posés mais sont un peu trop loin du bord incisif, en tout cas de la plateforme prothétique idéale, eh bien on va pouvoir faire une ostéotomie dite segmentaire, une variante finalement de l'ostéotomie de Wasmund, avec donc une ostéotomie comme ça qui va partir comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici sur ce petit modèle, eh bien on va passer soit en avant des canines, soit en arrière des canines, tout va dépendre de l'atrophie, et on va abaisser ce bloc. On va être limité par quelque chose, c'est la fibromuqueuse palatine, tout simplement, qui n'est pas extensible au-delà de 7 mm. On risque d'avoir des déchirures et là, d'entraîner des problématiques encore plus grandes. Ici, donc, un cas un peu plus sévère, donc une atrophie quand même un peu plus modérée, un peu plus importante. Et là, on est sur une reconstruction, je vais le détailler un petit peu plus, une reconstruction 3D. À chaque fois, c'est un abord vestibulaire pour essayer de reconstruire ces crêtes-là. Et enfin, dans les cas vraiment extrêmes, je n'aurai pas le temps de tout détailler aujourd'hui, eh bien, ça va être supérieur à 10 mm. On a un problème d'atrophie osseuse, mais on a un problème également de gencive. Donc, le rose, qui est la gencive, suit le blanc. Si le rose est aussi haut, c'est que le blanc est encore plus haut. Et pour recréer finalement du volume, je peux faire une super greffe, un super coffrage, mais je n'arriverai jamais à fermer. Donc ici, c'est l'indication plutôt dans ces atrophies plus de 10 mm avec une rétraction gingivale importante, à des distractions alvéolaires. Je ne détaillerai pas ça aujourd'hui parce que, bon, sinon on va passer toute la nuit ensemble. Moi, j'ai le temps, mais je ne sais pas si les autres ont le temps ce soir. Donc voilà ici un cas assez intéressant. On a une patiente qui a malheureusement eu un coup de sabot de cheval. C'est assez fréquent chez les adolescents et adolescentes surtout, et qui a une fracture parasymphysaire, une fracture également du prémaxillaire qui a été pris en charge. Alors mon patron, il n'aime pas qu'on dise prémaxillaire, du maxillaire antérieur, qui a été pris en charge par mes collègues, et je leur passe un petit coucou au docteur Lantiot, de Balmas, Jean-Philippe Foy, Mathieu Mandini, Jean-Baptiste Caruel, Flore Roux-Livonnet, voilà, tous ceux avec qui Mourad Benassarou, et j'en oublie Julien Davroux, et j'en oublie plein d'autres. Je leur passe un coucou parce que c'est des chirurgiens hors pair, et moi je récupère les patients après en général, donc quand ils arrivent à la phase séquelaire. Donc ici, on va vouloir reconstruire la crête. La crête, on va décider donc de prendre un greffon autologue ramique, droit et gauche si besoin. L'idée est de mettre un greffon vertical et un greffon horizontal. J'ai oublié aussi Timothée Gelé, pardon, excusez-moi, exceptionnel également. Donc dans les collègues, ouais, si je ne le dis pas là. Et tous les internes également de chirurgie orale que j'ai pu avoir, qui, grâce à eux, on peut faire ces belles chirurgies, on peut faire de belles photos, et donc c'est grâce à eux aussi. Je leur rends hommage. Donc on va faire l'incision, pardon, on va reprendre. Au fond du vestibule, on va faire donc au pied de zotome ici une incision longitudinale le long de la ligne oblique externe. Moi j'aime bien prendre le ramus qui est vraiment cette partie postérieure et la ligne oblique externe un petit peu. 2 traits de décharge latéraux très très profonds, uniquement sur la corticale postérieure et très parallèles. Ainsi, je vais pouvoir fragiliser mon greffon et le cliver. Ici, vous voyez le nerf qui est bien matérialisé et qu'on n'a pas sectionné. L'intérêt de faire cette fracture en bois vert, c'est une fracture dirigée, et ça nous permet évidemment d'éviter de passer un disque piezo qui rentrerait dans la corticale pile poil là où il y a le nerf, et qui entraînerait une section ou un effilochage un peu du nerf. Et vous voyez, dans ce greffon-là qui est tenu par cette petite pince cochère, eh bien, vous avez l'empreinte finalement du nerf qui est assez bien dessinée à l'intérieur. Donc, on a un prélèvement qui est plutôt safe quand on fait ça. On a des prélèvements assez larges qui peuvent faire jusqu'à 4 cm en unilatéral et 1,5 cm à peu près en largeur. On peut le sectionner en deux, donc technique Coury pour essayer d'affiner nos greffons et préserver un peu nos réservoirs osseux. Ainsi, on se retrouve, donc, une fois qu'on a incisé le vestibule, bien décollé, donc c'est une incision type voie de Lefort, une incision fond du vestibule. En haut, vous avez les cavités nasales qu'on a bien réclinées. Donc on pourrait très bien, pour essayer d'augmenter encore le volume, rajouter du biomatériel pour faire un nasal lift. On l'avait fait dans ce cas-là, on ne l'avait pas fait dans ce cas-là. Il y a bien sûr les petites plaques qu'on va enlever, des fois elles ne sont pas forcément évidentes à enlever, donc on peut en rester un petit peu. On va faire cette incision au fond du vestibule, et puis ensuite on va essayer tout simplement d'aller coloniser cette muqueuse palatine, d'essayer de
d'aller faire le tour de cette crête alvéolaire très doucement, sans avoir des fractions de fibromuqueuse palatine, qui serait vraiment pas très bien pour la cicatrisation de notre greffe. Et une fois qu'on a bien fait le tour, eh bien, on va pareil dépérioster. On va ensuite bien poser et on va commencer. Moi, je commence toujours par le greffon vertical. Donc, le greffon vertical, on va le tailler pour qu'il puisse rentrer en tenon mortaise comme une clavette un petit peu de pic osseux à pic osseux. Une fois qu'on a déterminé cette hauteur, on est à 5 mm, on peut s'aider d'une gouttière qu'on met en place pendant la chirurgie qui nous donne le profil d'émergence idéal de nos dents et ainsi on pourra quantifier et régler notre hauteur. Donc c'est un peu difficile, on demande aux patients si on est sous anesthésie locale de bien lever la tête pour aller faire notre forage et on va fixer ce premier greffon. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir donc, notre premier greffon qui est fixé ici avec les deux petites vis comme ça. Donc il est fixé sur notre crête palatine. Et ensuite, sur les piliers canins et les zygomatiques, ou même sur le site de prélèvement à la mandibule, eh bien, on va prélever du scrap, du broyat osseux, des espèces de chips osseux qu'on va venir gratter avec un petit appareil qui s'appelle un safe scraper. Et on va venir le mettre en place dans l'hiatus, également sur le volume. Tout à l'heure, on a vu la classification PASS. Et bien là, on va devoir donc faire de l'angiogénèse et également faire un mainteneur d'espace pour favoriser cette prise de greffe. Donc une fois qu'on a fait ça, et bien voilà, donc on est dans ce diagramme PASS. On a, pour favoriser la fermeture primaire, donc de primary wound closure, l'incision fond du vestibule qui va permettre de redraper à la fin de l'intervention. Et comme on est au maxillaire, la lèvre supérieure va tomber, donc on diminuera le risque d'exposition des greffes. Pour favoriser une bonne angiogénèse et un bon maintien de l'espace, eh bien on va mettre ce tapis de broyat osseuse qui est uniquement autologue là. Et ensuite, pour avoir cette stabilité de la structure, on va faire une ostéosynthèse rigide avec des vis en compression. Ici, vous avez l'angiogénèse qui est favorisée et la stabilité qui permet d'être faite avec les vis d'ostéosynthèse. Ici, donc, pour augmenter donc, cette stabilité, le dernier S, j'ai mis en rouge le W, mais c'est le S, pardon, donc de stability dans le diagramme PASS, eh bien, on va faire cette ostéosynthèse du greffon vestibulaire qui va fermer un peu cette porte d'entrée. Et vous voyez qu'ici, j'ai fait une petite récension, j'aime bien faire ça, pour pouvoir basculer un petit peu ce greffon et pouvoir lui donner sa place optimale. Ici, voilà, on a une petite rétention qui vient au milieu. Vous allez avoir une petite vidéo. Je remercie Timothée qui m'avait fait cette vidéo. Donc voilà, on a notre greffon et puis on va venir juste pousser avec notre pouce. Voilà. Cette petite incision permet vraiment de fragiliser et on voit que ça se positionne assez naturellement. Il ne nous reste plus maintenant qu'à passer notre ostéosynthèse. On va faire notre ostéosynthèse en compression et on voit qu'on a une fermeture, un espace qui est clos et on va ensuite arrondir les berges. Voilà la vue occlusale. Donc, on va avoir notre greffon vertical, notre greffon vestibulaire. On a un beau bombé, une belle architecture. On a pu refaire cet arrondi et pour soutenir les tissus mous et notamment la lèvre. Donc, ça aura également un impact esthétique. On est vraiment dans ce type de reconstruction. Je t'interromps 2 minutes, Mickaël, sur une question concernant ton incision dans ce cas clinique. La question est de savoir à combien tu te mets pour inciser à partir de la gencive kératinisée, à partir de quelle distance? Du vestibule. Vraiment dans le fond du vestibule. Ouais. Le fond du vestibule. Si on veut donner des mesures, mais le vestibule est différent d'un patient à un autre. Si on a un patient qui a des brides vestibulaires, bah, forcément, ce sera plus proche de la gencive attachée. Comptez au moins 5 à 7 mm de la gencive attachée. Donc, commencez par une incision très superficielle, et ensuite, donc, la muqueuse, vous tractez, et ensuite, vous revenez sur un plan au contact osseux, avec un plan musculaire, total. On fait attention, parce que c'est des résorptions importantes qui peuvent aller dans les fosses nasales, de ne pas aller ouvrir les fosses nasales, parce que si vous faites un nasal lift et que vous avez une perforation de la fosse nasale, sous local, il va clairement vous le dire. Et puis en plus, bah, vous allez avoir une communication. Ça se passe. Donc, fond du vestibule très superficiel, et puis ensuite, donc, incision plutôt à 45 degrés, et puis ensuite une incision à 90 degrés perpendiculaire au plan osseux, une fois qu'on a bien revu nos structures. Et puis après, la clé pour avoir une bonne couverture, on incise en général
de prémolaire à prémolaire ou de deuxième prémolaire à deuxième prémolaire. On a un défaut de 6 dents comme ça, de 4 à 6 dents, et on va bien décoller en paralatéraux-nasal. Ça devrait suffire. Voilà. Merci, Mickaël. Ok, donc on va fermer. L'intérêt qu'on a en faisant ça, eh bien, on va pouvoir avoir un premier plan musculaire, un deuxième plan qui va être une suture éversée, que certains appellent points suspendus ou des points en U inversés. Bon, en gros, il faut replaquer. Moi, je fais des points en U tout simple, ou des Blardonati. C'est vraiment un point qui va rentrer en U et qui va replaquer le conjonctif contre le conjonctif. Et enfin, un troisième niveau de fermeture où c'est des points tout simplement en X, des points en O, pardon, qui vont être séparés, qui vont pouvoir fermer la muqueuse berge à berge. Donc, un plan musculaire, un plan conjonctif et un plan muqueux. Donc, avec ça, on est bien. Et si jamais on est un peu limite et qu'on a incisé un peu large, on peut même aller tracter les 2 boules de Bichat ici derrière, si on a une reconstruction de 5-6 dents, et les remettre devant. La temporisation va se faire avec une petite gouttière. Cette gouttière, elle est réglée en paire opératoire et elle nous permet en fait tout simplement de voir si déjà il y a une contrainte, s'il y a de la tension sur notre muqueuse, parce que c'est ce que je dis souvent en consultation aux patients. Je dis voilà, vous ne pourrez pas porter la prothèse. Ils me disent pourquoi? Je dis, bah, c'est assez simple, vous faites une taille S de pantalon, donc ça les marque bien, surtout pour les femmes. Les hommes, je leur dis, vous faites une taille 44 de chaussures, là ils comprennent bien. Et je vais vous changer de taille de pantalon ou de chaussures, je vais vous passer d'une taille S à XXL, mais sans changer le pantalon, parce que le volume de greffe que je vais amener va mettre en tension le pantalon. Le pantalon, c'est la gencive, et si on appuie dessus, on va avoir une exposition de notre greffe. Donc, j'aime bien faire ces petites gouttières qui, justement, sont réglés en paire opératoire. Je demande quand même de ne pas les porter pendant une semaine parce qu'il y a de l'œdème qu'on ne peut pas trop apprécier au début. D'avoir quand même la gouttière qui comprime à la fin la suture. Même notre suture, elle est fond du vestibule, donc on n'aura jamais notre incision en regard de notre prothèse. Cependant, pour éviter des expositions ou des ulcérations de la muqueuse palatine, voilà, je préfère éviter ça. Cette gouttière, elle est échancrée également au niveau du palais, comme vous pouvez le voir, ou carrément, elle peut être supprimée, mais pour avoir un peu plus de rigidité, on peut avoir ça. Donc, vous avez elle est vraiment très échancrée pour éviter tout appui sur la muqueuse. Et voilà, ici, vous avez la cicatrisation de la patiente à un mois. Mickaël, Voilà est-ce que, je me permets de te poser une question, est-ce que tu as des patients qui ont été, c'est une des questions de nos participants, est-ce que tu as déjà eu des patients qui étaient gênés par cette hauteur de vestibule réduite suite à l'incision et du coup à la traction qui se fait indirectement? Alors, de toute façon, là, on ne peut pas tout dire, on parle de complications, mais effectivement, de toute façon, dès le départ, on leur dit, vous avez perdu beaucoup d'os, il manque. Et c'est pour ça que vous êtes venu nous voir. Il nous manque beaucoup d'os, donc on va devoir reconstruire l'os, puis ensuite la gencive, puis ensuite les implants. Donc c'est-à-dire qu'il y a un temps de greffe, ensuite un temps d'adaptation du vestibule. Ils ne sont pas très gênés par le fait d'avoir un vestibule un peu court. En plus, ça s'améliore avec le temps. On peut faire un peu de kiné après pour assouplir les cicatrices. De toute façon, ce qui compte, c'est que lors de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et la pose des implants, donc lorsqu'on va enlever les vis, on va mettre les implants, on va déjà faire une première petite plastie, soit une incision en Z, en tout cas une petite plastie de frein. Et lors de la mise en fonction, on va faire soit une greffe de conjonctif, soit un approfondissement du vestibule avec un prélèvement comme Urban, par exemple, de petits sashimi de gencives qu'on va venir remettre en. Je remercie d'ailleurs Aurélien Tolo qui m'a initié à cette technique. Voilà. Ici, vous avez la panne. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question. Oui, oui, c'était une question du docteur Metz, oui. Et puis, oui, c'était du docteur Metz. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vrai que ça peut faire peur dans la chirurgie parce que finalement, on a toujours peur que le patient se retrouve gêné à l'issue de cette intervention. Mais c'est vrai qu'ils s'en plaignent pas vraiment, d'autant plus quand ils sont prévenus finalement. Ouais. Après, encore une fois, ils savent qu'on fait du gros travail. On leur donc ils sont assez conscients du mal qu'on peut se donner. Vous voyez ici les 2 prélèvements qui ont été faits, parce qu'il y a aussi une greffe mandibulaire qui avait été effectuée chez cette patiente et on n'avait pas enlevé forcément tout le matériel. Voilà, la reconstruction, on ne pourra pas gagner au-dessus de pic osseux. La différence avec les régénérations osseuses, moi j'en fais pas. Je ne peux pas gagner au-dessus des pics osseux résiduels. Donc si jamais j'ai un pic qui est mauvais, je ne pourrais pas regagner au-dessus.
Il y a des auteurs, notamment Urban, mais bon, il faut avoir sa main également, qui ont montré qu'ils peuvent gagner au-delà du pic osseux. Sur cette technique, on peut monter à 5-7 mm. Ensuite, il va falloir penser à autre chose. Donc voilà, quand même, c'est assez intéressant. Là, on a gagné pratiquement 8 mm. Donc on avait l'os initial, voilà la roue. Et voilà donc la position initiale qu'on aurait pu poser, et on aurait de la compensation prothétique qui n'aurait pas été jolie. Ok. Maintenant, si on décide de faire de la compensation prothétique, et on en fait, et il n'y a aucun souci à faire ça, tout dépend de l'âge du patient, et ce qu'il découvre, d'aller faire ce genre de reconstruction et d'acrobatie chez des patients très atrophiques alors qu'on peut leur faire un Roland fort, euh, et qu'ils ont 85 ans, j'ai rien contre les patients de 85 ans, mais il faut leur rendre service. Par contre, si on est middle âge, c'est-à-dire 60 ans, qu'on a une atrophie, mais que c'est gérable, et qu'on n'a pas un patient qui découvre et qui est d'accord, parce qu'on lui montre des photos d'avoir un bridge sur pilotis avec de la fausse gencive, eh bien, on va pouvoir faire des techniques type nasal lift, donc remonter les fosses nasales pour pouvoir poser des implants en secteur latéraux ou central, et bien sûr le sinus lift qu'on fait conventionnellement. Je ne dis pas que je ne fais pas de sinus lift, c'est-à-dire qu'on fait des sinus lift, et des fois il n'y a pas de perte verticale, mais des fois il y a des pertes verticales, on fait un sinus lift et on se rend compte qu'on a un bridge avec de la fausse gencive. Je vais vous montrer un petit cas. Donc ici, on va monter au-dessus, et donc on va poser notre implant, et il y aura une augmentation de cet espace, et cet espace n'est pas corrigé, donc il y aura de la fausse gencive. Ici, voilà le scanner de contrôle d'un double sinus lift et d'un nasal lift. Il y avait eu des greffes d'apposition ici également chez cette patiente, mais pour d'autres raisons. Et voilà la pose des implants dentaires qui avait été fait dans le cadre du DU de réhabilitation implantaire avec Alexandre Corchat, Julien Amar et le docteur Pomès, que je salue également. Donc ensuite, eh bien voilà, on va poser notre bridge, et puis on a de la compensation prothétique qui est acceptable, qui permet de soutenir la lèvre, qui permet de faire plein de choses. C'est une patiente qui était de 65 ans, qui ne souhaitait pas d'acrobatie particulière, il fallait reconstruire du volume, donc on l'a fait, et voilà, c'est très acceptable. Maintenant, tout dépend des objectifs et de la volonté également du patient. Donc on a fait déjà KO 2, 3, 4, 5, donc on avance bien. On va passer sur la dernière classification qui est la plus difficile, qui est la KO de 6. Pas la plus difficile à comprendre, mais la plus difficile à réhabiliter. Donc voilà, ici vous avez un cone beam à gauche, en antérieur et en postérieur, une atrophie extrême du maxillaire. C'est-à-dire que c'est une patiente, cette patiente, elle a déjà eu sinus lift, elle a perdu ses implants, elle a re-eu sinus lift, elle a reperdu ses implants, et au fur et à mesure qu'elle a perdu ses implants, eh bien, elle a perdu sa crête alvéolaire. Et donc on se retrouve avec un maxillaire très plat, et se pose la question de comment on peut est-ce qu'on va se relancer dans des nasal lifts, sinus lifts, pose d'implants. La problématique qu'on a, surtout sur les jeunes praticiens, c'est que finalement, les implants que vous allez poser aujourd'hui, dans 10-15 ans, vous allez les revoir. Donc, un patient à qui vous avez fait sinus lift bilatéral à 40 ans, à 60 ans, c'est pas sûr que ça tienne encore. J'espère que ça tiendra. On a des super implants, mais il faut anticiper l'avenir. Donc, je pense qu'il est intéressant de reconstruire les patients tant qu'ils peuvent sur le plan médical. J'ai mis une limite d'âge de 60-65 ans. Au-dessus de 65 ans, je passe sur des techniques alternatives sans greffe, de Holland-Ford, de zygomatique. Donc on va parler sur ça. Donc ici, on a un défaut très important, on est sur du KO de 6. Si le patient est très jeune, eh bien, on va partir plutôt sur une reconstruction du maxillaire. Si le patient est plus âgé, on partira plutôt sur une alternative sans greffe. Le KO de 6, donc plusieurs façons de l'aborder. Soit sans compensation prothétique, on va faire une ostéotomie, comme les ostéotomies qui sont faites chez l'adolescent, donc de l'EFOR 1 pour les classes 3, pour les dysmorphoses, mais là, c'est une dysmorphose qui est acquise. Alors, je vais essayer d'aller lentement, c'est-à-dire que vous avez un patient qui claque comme ça, et puis il va perdre ses dents, il va se retrouver comme ça, et puis il va se résorber, et puis il va avoir une classe 3 acquise, c'est-à-dire que son maxillaire va reculer. Il n'est pas congénital. D'ailleurs, les classes 3 congénitales qu'on essaye de corriger comme ça donne de mauvais résultats. Donc, une classe 3 acquise par résorption des crêtes alvéolaires sur une rétromaxillie finalement, on va faire une ostéotomie de l'EFOR 1, donc on va abaisser le maxillaire et le réavancer pour se retrouver dans le bon espace prothétique. Souvent, ils sont atrophiques, donc on va rajouter également des greffons osseux. Et comme c'est très atrophique, eh bien, les greffons, les réservoirs mentonniers et ramiques vont être un petit peu insuffisants, et c'est à ce moment-là qu'on va se diriger vers d'autres types de greffes. Ou alors, on va faire de la compensation prothétique, et moi, je suis plus partenaire d'une technique sans greffe, par quoi zygomatique. C'est-à-dire qu'on va
prendre le patient, poser des implants et dans l'après-midi, il va avoir une réhabilitation fixe par implant zygomatique. L'avantage, c'est que finalement, on va récupérer l'esthétique, la fonction, une bouche, un visage qui avait vieilli, qui avait un peu flétri, alors que l'autre, on sera dans de la compensation prothétique, mais sur le plan fonctionnel, 24 heures et c'est terminé. Alors voilà un premier cas qui m'avait été adressé par le docteur Assad, que j'embrasse, d'une patiente d'une cinquantaine d'années, infirmière, qui avait donc une classe 3 acquise par résorption des crêtes alvéolaires et en plus a une tendance à la microalvéolie, donc qui aggrave encore plus cet aspect. Donc, je vous conseille d'être toujours très protocolaire, donc au moins avec un cône de gutta ou du cavite dans la prothèse pour pouvoir apprécier, notamment sur le scanner ou sur une téléradiographie, les résorptions des crêtes alvéolaires. Ça vous permettra de faire le staging Cadwood 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on regarde la prothèse, on demande un duplicata, et déjà on peut apprécier la perte verticale qu'il y a avec ce duplicata en résine, où on a au moins 5. On va faire basé sur ça donc un scanner avec prothèse en place. Donc là c'est un scanner, c'est plus un cone beam. Et on va demander, donc on fait ça avec les ingénieurs d'OBL, de Materialize, de faire une ostéotomie du maxillaire et on va leur dire vous m'avancez de 8 mm et vous me l'abaissez de 5 mm. Donc on va avoir un guide de coupe qu'on va mettre en place qui a une homothétie parfaite de forme avec le maxillaire, donc c'est un appui osseux. Vous voyez ici les traits rouges qui sont dessinés qui nous permettent de faire la section. Et vous verrez tout à l'heure, on a également des petits œillets qui permettent de faire le préforage. On a ensuite une plaque sur mesure qui va permettre de remettre en place le maxillaire. Je pense que ces chirurgies préprothétiques doivent uniquement être faites comme ça. Benoît Philippe a énormément travaillé sur les dentés sur ça. Je pense que voilà, c'est vraiment sur les dentés qu'il va falloir faire ça. Toute autre technique que j'ai pu faire moi aussi avant, on n'avait pas de bons résultats, on était un petit peu petit bras. Là, on est sûr d'avoir un bon résultat morphologique et prothétique. Donc voilà l'idée et voilà comment on va pouvoir réhabiliter. Donc, je vous remets guide de coupe, avancé. Ce guide de coupe, c'est à la fois un guide de coupe et un guide de préforage. À chaque fois, vous avez les références et qui vont permettre de guider finalement, un petit peu comme en implantologie, de guider la section. Et ensuite, cette plaque sur mesure qui va venir tout simplement repositionner le maxillaire et on n'aura plus qu'à mettre les petites vis pour fixer le maxillaire. Donc, on va ouvrir généreusement avec une incision crestale cette fois-ci. On va dépérioster, on va positionner ce guide de coupe et il n'a qu'une seule position. Donc, tant qu'il n'est pas en place, tant qu'il n'a pas clippé, tant qu'il ne peut pas bouger, c'est qu'il n'est pas dans la bonne position. Donc, on prend souvent le repère de l'épine nasale antérieure, les zygomatiques, donc il faut bien remonter pour avoir ce guide de coupe qui est bien fixé. Une fois qu'il est bien stable, on va pouvoir l'ostéosynthéser sur site avec des petites vis qui vont stabiliser le guide. Ensuite, on va faire les préforages partout qui vont repositionner notre plaque. Et enfin, le guide de coupe qui peut être fait au piezo, à la scie, peu importe. Une fois qu'on a fait ça, on enlève le guide, on finit les ostéotomies et on a, vous voyez, les petits points ici qui marquent la position de la future plaque. Donc voilà ce qu'on obtient. Et là, par rapport à l'orthodontique conventionnelle où il y a des dents, il faut faire vraiment abaisser le maxillaire parce qu'il est fragile. Voilà. Donc on a vraiment le maxillaire qui est face à nous, les fosses nasales, les cavités sinusales, on est vraiment dans cette vue-là, avec les deux sinus ici et les fosses nasales qui sont ici. On est vraiment dans cette position-là. Ici, je fais souvent cette chirurgie donc avec mon collègue, le chirurgien maxillofacial, le docteur Julien Davroux, qui est un excellent chirurgien maxillofacial et vraiment un vrai partenaire. Il y a également le docteur Moulin et bien sûr le professeur Goudot. Donc voilà, ici, prélèvement, pourquoi prélèvement crânien on semble toujours à donc on va vraiment prélever que la corticale externe. C'est pour des patients qui ont une atrophie sévère. Tant qu'on peut prélever en bouche, au menton, on prend. L'allogénique, parce que la question peut se poser, donne des résultats pas assez, en tout cas dans mon expérience, pas assez fiables et répétitifs pour l'utiliser. Donc voilà, je préconise plutôt ces incisions-là. Et mine de rien, c'est des patients qui sortent à J1, J2, donc qui vont plutôt bien. Une fois qu'on a abaissé le maxillaire, on va voir donc nos deux cavités sinusiennes ici
face à nous, il va falloir cureter à fond, à fond, à fond la muqueuse sinusienne pour ne pas avoir de récessus, pour ne pas avoir un mucocèle qui entraînera une résorption de nos greffons. Une fois qu'on arrive à ça, eh bien, on va mettre notre broyat osseux mélangé. Moi, j'aime bien mélanger un substitut osseux, ici du Bios de chez Getlich, et je mets un taux osseux cortical, mais on pourrait bien imaginer pourquoi pas une lame corticale allogénique pour plaquer notre reconstruction osseuse, peut-être avec du sticky bone comme peut le faire mon ami Franck Afota également à Nice, ça peut être très très bien également. Donc ensuite on va repositionner notre plaque et vous voyez la petite marge d'escalier là qu'on peut voir de cette plaque sur mesure. Donc une fois qu'on a ça, eh bien on va repositionner le maxillaire et on n'aura plus qu'à mettre les petites vis du haut et on a notre ostéotomie qui est guidée comme on l'avait décidé. On a cette petite marge d'escalier de 8 mm, cet abaissement progressif de 5 mm, nos greffons qui sont mis en place dans les bas-fonds sinusiens avec une ligature au fil d'acier pour vraiment rigidifier l'ensemble. C'est très impressionnant. On n'a pas fini encore dans la reconstruction de ce maxillaire. Maintenant, on va faire toute la partie antérieure et postérieure. Et donc, on va prendre nos petits greffons pariétaux et on va les positionner. Vous voyez qu'on ne peut pas, avec un ramus, on serait très très à court. Même si on le sépare en deux, on pourrait reconstruire la moitié, voire les 2 tiers du maxillaire. On ne pourrait pas faire les sinus, on ne pourrait pas faire le maxillaire, on ne pourrait pas faire le prémaxillaire, on ne pourrait pas faire la mandibule parce que souvent, il y a la mandibule aussi à faire. On veillera, lorsqu'on va mettre nos vis d'ostéosynthèse en compression ici, à faire des petites échancrures pour ne pas avoir de conflit avec la plaque, parce que ça arrive souvent que je fasse la reconstruction et que mon correspondant eh bien, s'occupe d'enlever les vis. Il y a une dizaine de vis à enlever, 11 vis à enlever. Donc il fait une incision vestibulaire, il enlève ses vis et puis après il met les implants. Donc voilà sur cette reconstruction. Donc le temps, on fait l'ostéotomie qui est d'abaissement et d'avancée. On met nos greffons de la position vestibulaire. On est sur du K8 6. C'est à peu près une quinzaine à vingtaine de cas par an dans le service. Après 6 mois, on a une belle cicatrisation. Le panoramique de contrôle. Voilà le scanner de contrôle. Le avant-après en termes de reconstruction. Donc on a un volume qui est considérable. On va être bien. Et ça ne sert à rien sur les greffes de mettre des gros implants. On va mettre un 3,7 de chez Zimmer, un petit implant vert. Ça va être très très bien. Je préfère avoir un implant entouré de beaucoup d'os que beaucoup de titane et pas beaucoup d'os. Donc voilà la belle reconstruction qu'on a. Là, avec mon ami, le prothésiste Dove Chawat, que je passe un grand coucou, qui m'aide énormément pour ces numérisations, on va numériser donc le projet prothétique qui avait été fait par le docteur Assad pour avoir bien la future prothèse en 3D. Ici, on a maquillé la faux gencive, mais il y en aura très peu, voire aucune lors de définitive. Ça nous permet ensuite de simuler sur 3 chèpes la position de nos implants. Alors, il y a pas mal d'artefacts parce qu'il y a pas mal de vis, donc il faut faire attention. Dove s'arrache les cheveux à chaque fois. Euh, voilà le nombre de vis qu'il y a, donc il faut falloir. Et puis ensuite, il faut positionner nos clavettes. Donc Dove a imaginé, on a conceptualisé un système où on a, vous allez voir, des systèmes pour pouvoir avoir de la chirurgie guidée en transmuqueux pour le système Zimmer qui peut être intéressant. Donc on part sur 8 implants de position 2, 3, 5, 7. Voilà, des clavettes. Donc on va avoir un guide à appui muqueux qui va être stabilisé par des clavettes. Et ensuite on va avoir le bridge qui va être imprimé également immédiatement et un guide de repositionnement pour ce bridge qui est un guide à appui palatin, donc il n'y aura qu'une seule position également. Donc, ce qui va permettre peut-être même en fin d'intervention, vous allez voir, de mettre des piliers provisoires. Donc en général, je mets des piliers type TAC 1, 2, 3 en fonction de la hauteur transgingivale. TAC, c'est en fait l'équivalent d'un pilier multi-unite de chez Nobel ou d'un pilier conique donc chez Zimmer. Ça nous permet de laisser l'implant en place et de travailler que sur le pilier multi-unite. Donc voilà le guide de repositionnement de la prothèse et voilà la prothèse. Donc, sur ce guide, on va avoir des clavettes qui vont être positionnées en palatin pour éviter toutes les vis qui se trouvent en vestibulaire. Et ensuite, les petits fûts pour pouvoir passer nos cuillères. Donc, on va positionner ces clavettes. Et là, tout l'intérêt, on a beaucoup de gencives attachées, on a un beau vestibule, on a de la belle gencive attachée. Donc, on va
dans le fond du vestibule pour pouvoir finalement passer nos forêts et enlever nos vis. Donc là, voilà un petit peu de simulation, c'est juste pour ça, mais on n'a pas encore incisé. On va d'abord commencer donc par inciser le fond du vestibule pour déjà aller chercher nos vis d'ostéosynthèse. Gentiment, donc on voit que la greffe est parfaitement saignarde, donc elle est vascularisée, elle est stable, il n'y a pas de résorption sur les têtes de vis qui mettrait en avant une résorption précoce. Et quand vous avez une résorption sur tête de vis, vous ne faites pas d'illusion, hein, ça va continuer même après votre intervention. Donc, moi, ce que je préconise, si on a une résorption sur tête de vis, c'est peut-être de faire une petite régénération osseuse au-dessus. Sinon, si vous n'avez pas de résorption, bah, vous pouvez laisser comme ça. Donc, on va inciser le fond du vestibule, on va enlever notre petit vis. Voilà ce qu'on a. Donc, on a notre guide qui est stabilisé, notre gencive attachée qui est assez large, l'incision au fond du vestibule, on enlève notre petite vis. À l'aide de l'ancillaire de forage, eh bien, on va forer à travers ce guide et on est complètement en flapless. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas mettre l'implant à travers ce guide, donc on enlève le guide et on va positionner nos implants. Donc c'est vraiment un guide de forage plus qu'un guide de pose d'implants et on va pouvoir poser nos implants. On voit qu'ils sont à peu près bien espacés, bien enfouis. On peut même un petit peu lever la gencive pour aller vérifier s'ils sont bien appuyés et bien dans l'os, s'il n'y en a pas un qui n'est pas trop enfoui. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a une bonne stabilité primaire, eh bien on va tout simplement avec deux hémisurgés, c'est peut-être les rares fois où je fais des surgés, fermer ces deux hémilambeaux et puis ensuite mettre les piliers provisoires. Alors peut-être que les piliers tac du fond là ils sont un petit peu longs. On les changera, là c'est des tacs 4, mais à mon avis les tacs 2 auraient suffi. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va repositionner avec notre petite prothèse là, la prothèse et on va pouvoir faire le transvissage tranquillement. Alors la petite astuce que Dos nous a dit, vous mettez d'abord les piliers provisoires et puis vous enclenchez le tout. Donc là, il y a encore un peu de fausse gencive, c'était beaucoup trop compressif là pour le coup, donc on a dû la retoucher et donc il n'y a plus de fausse gencive sur ce patient. Voilà. Le step by step, eh bien, la première étape, ça a été l'ostéotomie, la greffe. La deuxième étape, donc ça a duré 4 mois, 4 à 6 mois. À 6 mois, pose des implants. Et ensuite, bridge provisoire immédiat ou définitif. Je pense que c'est mieux d'attendre 3 mois et ensuite de mettre le bridge provisoire puis définitif. Le avant-après, et là, ce que vous pouvez vous rendre compte, c'est qu'avant, eh bien, chez cette jeune patiente, on avait une collapsus de la sangle labiale, du stomion, une chute de la pointe du nez, des commissures très marquées, des ridules assez importantes. Et puis là, à droite, avec le bridge complet sur implant, on a une patiente qui est bien soutenue, avec un effet lifting de l'intérieur. Hein. C'est vraiment, on a avancé la mâchoire, donc bah, finalement, tous les tissus mous vont être bien soutenus. C'est une patiente jeune, donc il faut se donner le maximum de chance pour elle. Voilà le avant-après, avec encore une fois langue nasolabiale bien relevée sur le côté, une lèvre bien pulpée, un soutien des tissus mous. En plus, c'est ethnique ici, il faut vraiment faire quelque chose un petit peu à outrance et pour que ce soit joli et acceptable. Voilà la réhabilitation finale. Maintenant, il y a des patients qu'on ne peut pas faire ça, parce que c'est trop agressif, c'est trop compliqué, ou ils ne peuvent pas sur le plan médical, ou il n'y a pas de réservoir osseux au niveau du crâne, donc il ne faut pas forcément standardiser ça. Et chez des patients de plus de 65 ans, 70 ans, qui ont déjà eu une expérience en mère implantaire, qui ont déjà perdu des implants, qui ont déjà eu des reconstructions, bah moi j'ai tendance, sur ces cas de 6, à faire, en échec de thérapeutique implantaire initiale, à faire de la reconstruction par implant zygomatique. Alors voilà un cas qui avait été reconstruit de façon parfaite par un très grand monsieur qui avait eu son ostéotomie, ses implants. Elle revient me voir à 72 ans et elle a un maxillaire qui est plat, une sinusite également maxillaire. Et ce que vous pouvez regarder sur cette image cone beam, c'est que finalement le plancher des fosses nasales est au niveau de ces sinus maxillaires. C'est-à-dire qu'on a une perte verticale qui est considérable. Et donc, on est dans un KO de 6 et que toute tentative de sinus lift, par exemple ici, eh bien, vous travaillerez sur la crête finalement. On ne peut même pas faire d'abord latéral puisqu'il n'y a pas de voie latérale. Donc c'est assez illusoire de pouvoir lui proposer ça. Donc, ici, on a décidé donc, devant ce KO de 6 d'aller déposer l'implant, drainer la sinusite, fermer les communications bucco-sinusiennes et dans le même temps opératoire d'aller poser 4 implants zygomatiques. L'intérêt de ces implants zygomatiques, eh bien, c'est qu'on va être
extramaxillaire, on va être même extra-sinusien, puisque finalement, il est tellement résorbé qu'on va avoir des implants qui sont très très à plat. Vous allez le voir sur le radio de contrôle. Donc ici, eh bien, l'idée, c'est d'aller passer un forêt. C'est des forêts très très longues qui font 10 millimètres de longueur. On va vraiment, par voie endobuccale, aller exposer cette zone-là. Il ne faut pas aller monter vers le plancher de l'orbite, c'est une vraie erreur. Il faut aller vraiment vers l'arcade. Et je remercie Eric Almond qui m'a formé à cette technique. Vraiment un grand monsieur. Euh, donc on va passer un premier forêt. Ces forêts sont graduées et on va avoir un contrôle visuel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit où est-ce qu'ils sortent au niveau de l'arcade zygomatique. Une fois qu'on a fait ça, on va mesurer avec un petit mesureur pour savoir avec une petite jauge, pardon, pour savoir quelle longueur d'implant on va pouvoir poser. On va mesurer des deux côtés et on va positionner nos implants qui vont être à la fois dans le corps, mais comme elle est très résorbée, et bien également dans l'arcade zygomatique. Et le deuxième implant. On obtient donc ici la pose de 4 implants zygomatiques et vous voyez sur l'image que je viens de rajouter qu'on a la stigmate à droite d'une communication bucco-silienne et à gauche la stigmate de la dépose de l'implant. Vous voyez qu'on a un palais qui est complètement plat. Donc là, se relancer dans une ostéotomie ou des greffes aurait été très compliqué, très laborieux, surtout du fait de son âge. Et en termes de qualité de vie, il y a plusieurs études qui sont sorties, notamment même une thèse à Nantes qui montre que la qualité de vie de ces patients est largement améliorée. Je vous dis encore une fois, le patient rentre le matin et l'après-midi, il sort avec un bridge complet sur un plan. Donc ça, c'était un cas qu'on avait fait avec mon ami le docteur Pierre Fabregat. Ensuite, on met des piliers multi-unités et à partir avec la prothèse, eh bien, on va faire ce bridge complet, provisoire, puis définitif chez cette patiente. Donc voilà la réhabilitation ici, donc il n'y a pas de compensation sur les angles nasogéniens, on a toujours des ridules qui vont être un petit peu marquées au niveau de la lèvre supérieure, mais on a une réhabilitation prothétique qui est largement convenable. Donc finalement, l'application clinique de cette classification de Cawood, encore une fois, Cawood, il a Michael, permis je de... t'arrête 2 petites minutes. Oui. Par rapport, avant que tu passes après les zygos, est-ce qu'au-delà de cette classification 6 de Cawood pour la thérapeutique du quad zygo, est-ce que finalement tu vas tenir compte de l'âge du patient? Je pense que c'est quand même, on peut quand même le préciser aux praticiens qui nous écoutent. Est-ce que toi, tu vas tenir compte de l'âge dans l'indication de cette thérapeutique? Clairement oui. Clairement oui, c'est peut-être là avec quelques collègues, parce qu'on n'est pas nombreux à en faire en France, je crois qu'on doit être une dizaine, une douzaine maintenant, ça commence à se développer avec la chirurgie orale. Euh, Moi, je pense faut toujours avoir une deuxième chance. C'est-à-dire que si vous posez des implants zygomatiques à 50 ans et que 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard, parce que ce n'est pas forcément la solution miracle, eh bien vous avez votre patient qui commence à avoir une sinusite ou un implant qui bouge ou une fracture d'un pilier dans l'implant qui compromet cet implant, parce que c'est des complications qui peuvent arriver. Eh bien, vous vous retrouvez avec un patient qui a 70 ans, donc encore plus compliqué à traiter, qu'il va falloir manager. Alors oui, on peut essayer de remettre un implant zygomatique, le faire tomber sur 3, faire tenir sur 3. Il est peut-être préférable à 50, 60 ans, jusqu'à 60 ans peut-être, de reconstruire les patients, et puis ensuite de leur laisser une deuxième chance par cette technique simple, enfin simple entre guillemets, encore une fois. L'idée, c'est de pouvoir le réhabiliter à 70 ans. Il rentre le matin, l'après-midi, il a sa prothèse. Certes, c'est une anesthésie générale qui dure 1 heure et demie à 2 heures. Maintenant, le condamner à 50 ans sur des zygomatiques, je ne dis pas que je le ferai pas, mais si le patient il a déjà eu à 30 ans son double sinus lift, ses implants, sa période de transition, ou si le patient il a une parodontopathie, il ne peut pas envisager une seule seconde de ne pas porter de prothèse pendant toute la période de cicatrisation des greffes, à ce moment-là, on peut adapter. Je pense qu'en dessous de 50 ans, c'est moyen. Alors, je l'ai fait dans des cas de carcinologie, des patients qui ont eu des échecs de lambeaux libres, donc ont eu de la chirurgie type cancéro-maxillectomie parce qu'ils avaient un cancer de la bouche, ils ont eu des échecs de lambeaux libres, des patients non irradiés, et à ce moment-là, j'ai mis des implants zygomatiques en se disant de toute façon, il n'y a pas trop le choix, donc voilà. Donc, en médecine, en dentaire, il y a pas de vérité absolue. Je pense qu'il faut adapter encore une fois au patient. Non, effectivement, si vous avez un patient qui a eu des échecs sur échecs et vous leur dites il faut encore faire une greffe, soit vous êtes très sûr de votre coup et ça marche et super, mais il faut qu'il accepte les périodes de transition sans port de prothèse. S'il est plus âgé, j'ai tendance à
les orienter plutôt vers cette technique. Je me permettais de te poser la question parce que c'est vrai que quand on parle souvent de cette indication, ça nous arrivait beaucoup de parler de l'âge du patient. Je ne sais pas si tu te souviens, mais souvent on s'interroge en disant est-ce que ce patient n'est pas trop jeune? Donc c'est quand même pas une indication qui est prise à la légère. Et souvent avec Mickaël, on discute pas mal de l'âge du patient et on a du mal à l'indiquer chez des patients qu'on considère encore trop jeunes pour le quad-zygo en tout cas. Voilà. C'est Merci toujours, pour la réponse. c'est toujours la même problématique. De toute façon, Alice, on va peut-être pas faire comme quand on fait au café, mais c'est toujours la même problématique. C'est qu'on ne peut pas adapter une technique parce qu'on la maîtrise à un patient. Le patient, il a une problématique clairement exposée. Et il y a forcément une solution, peut-être plusieurs solutions, mais il va falloir prendre peut-être la plus respectueuse de sa physiologie à l'heure actuelle et de ce qu'il peut encaisser, euh, plutôt que de lui imposer cette technique parce qu'on la maîtrise, parce que c'est ça qu'on pense que ça va être mieux pour lui. Ouais, c'est ça. Je voulais juste qu'on le précise à ceux qui nous écoutent. Merci pour ta réponse. Merci. Alors finalement, bah, on va arriver déjà sur la fin. Je ne sais pas si je suis dans les temps, mais donc le KO 2, bah, ça va être l'extraction implantation immédiate. Le KO 3, donc on va être sur 4-6 mm de crête, on va plutôt être sur implantation, expansion de crête. Le KO 4, eh bien, on l'a vu, c'est l'indication classique en chirurgie orale, on n'a pas de perte verticale, c'est la position. Le KO 5, en fonction de la sévérité, bah, c'est de la reconstruction verticale avec de la reconstruction transversale, décoffrage, de la segmentaire, de la distraction. Et enfin, KO 6, bah, ce sera plutôt soit du zygo, soit de l'ostéotomie préprothétique. Tout ça pour arriver à un plan en bonne condition et en bonne place. Voilà le résumé de cette classification qu'on utilise quotidiennement pour pouvoir répondre aux solutions parce qu'on a des patients de plus en plus difficiles à réhabiliter avec des problématiques à chaque fois, on fait c'est pas possible. Donc c'est une aide. On ne dit pas que c'est forcément tous les patients vont tomber dans cette indication, mais en tout cas, pour ceux qui font de la chirurgie pré-prothétique, de la chirurgie pré-implantaire, je pense que ça peut être intéressant, même pour nous, quand on a des patients, ben, ça nous permet d'orienter et de pouvoir déjà discuter. Et encore une fois, il ne faut pas s'excuser, ce n'est pas de votre faute si le patient a cette atrophie. Ce que veut le patient, c'est une réponse à sa problématique. Donc voilà. Le take comme message, donc cette classification de Kaoud, bah, ça aide au diagnostic clinique. C'est un support pour la décision thérapeutique. Ça permet d'anticiper les besoins en volume et ou en compensation prothétique. Je ne dis pas qu'il faut reconstruire absolument. Je dis, mais voilà, vous présentez au patient, il y aura tant de millimètres de compensation prothétique, il l'accepte ou il ne l'accepte pas. Je vous rappelle que les principaux problèmes qu'on a en implantologie dans les rapports de RCP de la MACSF, c'est surtout le problème de la prothèse. Donc, si les problèmes sont envisagés dès le départ et que le patient l'accepte et de façon claire, loyale et appropriée, à ce moment-là, et lui montrer des photos, lui montrer, bah voilà, vous avez probablement ça dans votre bouche, bah là, il accepte ou il accepte pas. Donc c'est également un outil pédagogique simple pour les patients et pour les étudiants, parce qu'on fait beaucoup d'enseignements dans les DU, dans les 2 DU qu'on coordonne avec Alice. Je souris parce que je ne sais pas si on va continuer les 2 DU, je pense qu'on va garder la préimplantaire et mon collègue, probablement le docteur Gelé, reprendra le DU d'implanto, on verra. La petite annonce, le petit scoop. Mais voilà, c'est vraiment un outil pédagogique simple qui permet d'orienter. Un petit peu de promotion, je suis désolé, et c'est un congrès qu'on a reporté. Donc là, maintenant, il est le 1er octobre. Si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur le maxillaire, la mandibule, eh bien, pour ces atrophies-là, je vous donne rendez-vous le 1er octobre. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Alice. À gauche, vous avez la team Pitié, la team Oudino. Si vous avez des questions en plus après, parce que vous n'arrivez pas à dormir ce soir, bah, voilà. Moi, je crois que j'ai un biberon à 1h du matin. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci, Mickaël. Merci, Mickaël. Merci d'avoir respecté le temps de parole. C'est parfait. Ça a commencé il y a pile 1 heure, donc merci pour ça. Je vais revenir sur 2-3 questions que j'ai réservées volontairement pour la fin parce que je sais que ça peut ouvrir un petit peu à un débat. Du coup, un des participants a posé la question sur ce que tu pensais de la greffe composite autogreffe halogène afin d'éviter un 2e site de prélèvement et d'éviter les comorbidités liées à ce second site. Parce que tu as parlé de greffe d'apposition dans ta classification.
Et quel est ton avis sur cette greffe composite? Alors, je ne vais pas me fâcher avec tout le monde parce que chacun a des sensibilités. Il y aura Michel Jabour qui va vous parler des greffes halogéniques. Dans ma main, j'ai pas un excellent retour, mais j'en ai pas fait beaucoup non plus. Sur les dizaines de cas que j'ai des cas magnifiques, des cas vraiment pas top alors que tout allait bien. J'ai des cas où ça s'est complètement résorbé. Donc je trouve que c'est très variable en termes de résultats. Je dis pas qu'avec l'autologue, j'ai que des bons résultats, hein, et ce serait vous mentir. On a des échecs, mais je trouve que les expositions, les petites infections sont plus facilement gérables, plus tolérables. Pour faire de l'allogénique, il faut que ça répond à des critères que vous verrez avec Michel Jabour, mais il faut qu'il y ait une gencive parfaite, un patient qui ne fume pas. Bon, bien sûr, on ne fait pas de greffe et d'implant si le patient est alcoolotabagique à plus de 20 paquets l'année, mais dans la réalité, il faut vraiment que tout soit ouvert pour pouvoir faire ça. J'aime pas trop le concept de l'allogénique et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on nous a toujours dit que les greffons d'origine iliaque, donc d'origine encodro, se résorbent à 100%. Il y a plusieurs études qui l'ont montré. Parce que vous savez que vous avez le squelette facial, donc avec les greffons d'origine membraneux, qui sont le plus biocompatibles, les greffons iliaques qu'on fait encore même pour les fentes, tout genre de choses, qui se résorbent beaucoup, quasiment à 100% en apposition. Et je ne comprends pas le concept du greffon allogénique, surtout en bloc, qui est finalement un prélèvement de tête fémorale, donc d'un os d'origine encondrable, que parce qu'on l'a lyophilisé et mis sous sachet et qu'on va visser, va soudainement donner des magnifiques résultats. Je pense que ça va devenir comme le greffon d'origine iliaque, c'est-à-dire que un coup ça va marcher, un coup ça va moins bien marcher, et donc c'est trop variable comme résultat. Mais je ne vois pas pourquoi l'os autologue iliaque serait, il est banni parce que c'est le deuxième site de prélèvement, évidemment, et tout ça. Mais en tout cas, on disait toujours, ah, ça se résorbe énormément. Et l'allogénique en bloc cortico-spongieux, non, c'est génial. Et tout. Maintenant, encore une fois, dans des mains expertes, ça marche bien. Dans les miennes, ça marche moins bien. Tout ce qui est technique additive par régénération osseuse, bio-os, membrane, mélange, marche de façon intéressante. Vous regardez les publications d'Urban, Romain Chalel, Aurélien Théo, c'est fantastique ce qu'ils font. Dans ces cas-là où il y a beaucoup de brides, on est tous d'accord pour dire que finalement, l'autologue a plus de chances. Donc, moi, j'en fais moins, j'en fais quasiment pas même. J'ai tendance à réserver ces techniques d'autologue parce que finalement, on a l'habitude de le faire et ça va assez vite, même sous local, hein. On fait 90% de l'activité sous local, pas les zigots et les Lefort et toutes ces histoires, mais la plupart des reconstructions qu'on vous a montrées, elles ont été faites sous local ou de l'ambulatoire en tout cas. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long dans la réponse. Non, non, c'est très bien. La deuxième question, alors celle-là, elle est posée à nous deux, c'est que pense-t-on de l'implantologie basale de Scortecci? Alors, à la pitié, on en a déposé quand même pas mal. Ça, c'est une vraie question piège. Ouais, on en parle en introduction dans les cours qu'on donne dans le cadre des DU. Et c'est vrai qu'on en a déposé plus qu'on a eu envie d'en poser, en tout cas. Je te laisse répondre, vas-y, Mickaël, si tu veux, quand même, tu es le conférencier. Cette implantologie a été, en tout cas pour tout ce qui est implant sous périosté, pas très bien tolérée parce que le métal avait tendance à s'exposer, à s'infecter. L'implantologie basale, je pense que c'est vraiment intéressant, surtout avec les implants sous périosté vissés. Ça va être très intéressant notamment à la mandibule. À la mandibule, quand on va avoir un nerf, donc dans un caout de 6, qui va être affleurant, qu'on ne peut pas dérouter, coffrer, parce que le patient, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas, et l'implant zygomatique de la mandibule, ça peut être l'implant basal sous périosté vissé. Il n'y en a pas beaucoup encore qui se développent, en tout cas moi j'en connais pas énormément. Il y avait Pantera qui commence à le faire. Je pense que ça peut être une indication. C'est de rares cas, dans mon expérience. Encore une fois, après les mini-vis, les disques, c'est intéressant. Forcément, par le biais de la pitié de notre formation, on en a plus déposé que posé. Donc, je ne suis pas assez bien formé pour pouvoir répondre si c'est la technique phare. Si ça l'était, ça se serait beaucoup plus développé. Ce qui est sûr, c'est que ça peut être intéressant. Maintenant, encore une fois, à la mandibule, dans des cas extrêmement résorbés, on pourra toujours avoir la possibilité de mettre deux implants locators ou faire un Holland fort avec une prémolaire et demie. Donc, pourquoi aller chercher les problèmes? Et au maxillaire, le problème, mais c'est encore une sensibilité qui est de ma part par les cas que j'ai pu avoir à être traités. J'ai un cours d'explantologie qui en parle. C'est que le problème d'avoir un disque ou deux disques
il y a des jolis résultats. Mais le problème, c'est que quand ça se casse, eh bien, l'implant, quand il y a un problème, eh bien, on le dévisse. Celui-là, ça fait de l'os devant, de l'os au-dessus, de l'os sur le côté. Ça fait quand même beaucoup de dégâts osseux. Alors, ça rend service. Je pense que ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. Peut-être dans les cas où de 6 où le patient est trop fragile, mais encore au maxillaire, encore une fois, maintenant qu'il y a les zygomatiques, je vois plus trop l'intérêt des sous-périostés. Et à la mandibule, si on ne fait pas de locator, bah oui, pourquoi pas. Mmh. Oui, ouais, ouais, c'est une alternative qui existe dont on n'a pas non plus forcément l'expérience, mais effectivement, ce que j'allais dire à la mandibule avec les implants, avec 2 implants symphysaires, c'est vrai qu'on arrive à avoir des résultats tout aussi intéressants et moins invasifs, on va dire. Ce qui compte, c'est la qualité de vie du patient. Si le patient il est content avec ça et que tout va bien, Peut-être que ouais, on peut faire des cela suffit. on peut faire des reconstructions de l'espace. À un moment, il faut être pragmatique aussi. J'ai Voilà. d'autres questions encore pour toi, Mickaël. Du coup, la place du renforcement parodontal, donc du coup, avant tes greffes osseuses, point d'interrogation. Et dans les cas où tu l'indiques, combien de temps tu prévois pour opérer tes patients en Quand tu préimplantation? dis renforcement parodontal, c'est greffe gingivale. Je pense que la question est posée dans ce sens. J'ai essayé de faire en sorte de ne pas Dans le avoir cas, dans le cas beaucoup de parts. dans le cas de biotype parodonto fin. Alors, au Biotype début, je fin. le faisais avant. Maintenant, je le fais toujours après. Parce que j'ai remarqué que quand je faisais par exemple une greffe épithéoconjonctive pour augmenter mon vestibule, pour avoir vraiment beaucoup de tissu attaché, pour sécuriser un peu ma greffe, je me suis rendu compte que déjà, je la faisais au départ. C'est pas si facile de faire ces greffes-là sur des crêtes étentées. Quand bien même on y arrive, après elle se contracte, comme toute greffe, comme une greffe de peau, elle se contracte, et un peu comme une peau de chagrin, donc elle diminue et elle devient très 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 épaisse. Et donc en fait, elle me donne une difficulté supplémentaire lorsque je vais ouvrir pour faire ma greffe, c'est de fermer. Or, dans le diagramme PASS, et bien finalement, la fermeture primaire, quand j'ai un greffon épithéoconjonctif pile poil là où je dois fermer, c'est plus problématique. Donc je préfère finalement gérer ma gencive un peu en dentelle alvéolaire, reconstruire, puis ensuite faire la gencive lors de la pose des implants en pancho ou lors de la mise en fonction, réépaissir le conjonctif, tout ce tissu conjonctif, toute cette connexion, hein, connective tissu, comme ils disent en anglais. Moi, j'aime bien la faire après maintenant. Je sais pas pour toi. Merci. Et alors, moi, ça va vraiment dépendre. Il y a des cas vraiment où je suis plus rassurée de l'indiquer avant. Mais ouais, c'est vrai que de plus en plus, je le fais après la greffe, effectivement. Bah, on va rebondir aussi sur les tissus mous, là, sur une autre question, justement. Est-ce que l'incision au fond du vestibule va dispenser des incisions périostées pour obtenir de la laxité? Je vais te laisser répondre, mais de toute façon, Elle est faite. À partir du moment alors, où tu as fait à partir du moment où tu as fait une incision de décharge dans tout le périoste de là à là, c'est fini, hein. Le périoste, il est déjà. Alors, on peut un petit peu disséquer au Metzenbaum, mais il n'y a plus d'incision périostée puisque tout le périoste a été ouvert. c'est ça. J'allais répondre justement que de toute façon, cette incision, elle permettait d'obtenir un peu une laxité un peu naturelle, mais que de toute façon, il ne faut pas hésiter à réaliser des incisions périostées si de toute façon, on n'a pas l'obtention suffisante pour fermer. Ce qui est pas Ça mal avec n'empêche pas de rajouter des incisions périostées en tout cas. ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, elle est vraiment dans le fond du vestibule. On a vraiment ce périoste qui est comme ça. Il y a une seule incision. Il n'y a pas de décharge, donc la vascularisation elle va être quand même beaucoup moins euh, touchée. Moi, j'ai tendance à faire ça, encore une fois, dans les greffons verticaux. C'est vraiment une enveloppe. Je crée une enveloppe, je le glisse en dessous, il est protégé, et ensuite, effectivement, on peut un petit peu donner de laxité, tirer un peu sur la muqueuse. De toute façon, tu as un plan musculaire, un plan conjonctif, un plan épithélial derrière. Une question de Tariq, de notre ami Tariq. Ah, Euh, salut Tariq. on salue au passage. Est-ce que tu as rencontré déjà des mobilités lorsque tu as uniquement un ancrage apical dans les cas des implants zygomatiques? C'est-à-dire quand il n'y a pas d'ancrage maxillaire, oui, bien sûr, il y a une. Voilà, tout à fait. Voilà, comme dans les cas qu'on a déjà pu présenter où on n'a vraiment pas de support
de rempart Maxillaire. alvéolaire. Voilà, quand tu n'as pas de rempart alvéolaire, il y a un petit mouvement qui se fait. Et donc, ça va être intéressant de faire la mise en charge immédiate tout de suite parce que ça fait fixateur externe. Si tu ne fais pas de mise en charge tout de suite, c'est là où tu vas au-devant des problèmes. Donc, il faut vraiment tout de suite, même en opératoire, pendant que le patient dort, on fixe la prothèse et on n'y retourne plus pendant 3 mois. Et même si des patients qui n'ont pas de maxillaire, c'est une conf que je ferai le 5 mai, je me fais mon auto-promotion Le 5 mai, oui. juste avant toi, tu vois. Et en plus, c'est toi qui fais la modératrice. Donc, Encore là. on peut avoir encore un petit peu de hiatus, on peut avoir un petit peu de mobilité. Maintenant, si l'implant tourne, il n'est pas pris, hein. Et ça sert à rien, comme sur les greffes d'apposition et comme sur les zygomatiques ou comme en implantologie, dire ouais, on va attendre encore 2 mois ou 3 mois. Quand c'est foutu, le patient sera plus content de dire ouais, bah, c'est pas bien, plutôt que d'aller le faire attendre et attendre et attendre, et puis finalement prendre la décision qu'on avait bien anticipée dès le départ qu'elle allait poser. C'est ce que j'allais dire, j'allais répondre à Tariq, c'est que de toute façon, quand on pose son implant zygomatique, on vérifie systématiquement qu'il n'y ait pas de mobilité. Si elle est beaucoup trop importante, dans ces cas-là, et ça nous est déjà arrivé, bah, de s'embêter à déposer un implant et à le reposer de manière un peu décalée. C'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est ce qui peut arriver et ça nous est déjà arrivé malheureusement. En aucun cas, on laisse un implant mobile. Une autre question, elle vient au fur et à mesure, donc c'est super, ça me laisse le temps de vous lire tranquillement. Dans les cas de Kahoot 3, quand tu splits, est-ce que tu vas rajouter un peu d'os d'origine, de type xénogreffe en vestibulaire pour éviter les résorptions, Mickaël? C'est pas bête, hein. C'est pas bête. Je le fais pas, mais pour être très honnête, je fais de moins en moins d'expansion. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'étais limite, ben derrière le résultat était limite aussi. Donc l'expansion, je vais vraiment jouer sur la condensation osseuse à 6 mm, 7 mm. 4 mm, je vais 4, même 5 mm, je vais avoir tendance à faire une petite greffe d'apposition, une petite ROG, mais je suis plutôt, comme vous l'avez compris, autologue, donc plutôt une greffe d'apposition et 4 mois plus tard poser l'implant. Mais ça peut être pas bête de faire une expansion et de mettre un peu de biomat. Le problème quand tu fais tout ça, c'est toujours la fermeture des tissus. Donc tu as vendu une expansion de crête à un patient en disant bah vous voyez, on va faire ça, c'est pas trop iatrogène. Et puis finalement, pour donner de la laxité, il y a une incision du périoste, et puis il y a un œdème, puis il y a un cocard. Le patient dit ah, vous rigolez pas, vous, docteur, quand vous faites un petit truc. Donc, quitte à lui faire vraiment quelque chose d'important, et vu que ça va différer les délais de mise en fonction, bah, à ce moment-là, faire une greffe d'apposition et y retourner un peu plus précocement. Ouais. On a une question sur la prémédication qui est pas plus précise que ça. Donc, je ne sais pas si c'est sur une chirurgie en général, sur une chirurgie précise ou de manière générale pour la prémédication. Recommandation de la Mais SSI. voilà, exactement. J'allais dire, de toute façon, elle se base sur les recommandations de la SAPS de 2011. Avec cette période de Covid et tout ça, il va falloir être encore plus rigoureux sur les recommandations. Ça ne sert à rien d'arroser les gens d'antibiotiques pendant 3 semaines. On a eu pas mal, il y a pas mal de cas de résistance qui sont sortis et c'est souvent très problématique. Donc, vraiment s'appuyer sur les recommandations et bien sûr s'adapter également en fonction de l'état de santé du patient au cas par cas. On est toujours d'accord, hein, c'est toujours à la fin, Ouais, Alice, hein. c'est ça. Alors, j'ai encore d'autres questions qui arrivent, Mickaël. Ne bouge pas. Pour Euh, la souris, il pleure pas. Sur une grande reconstruction du prémaxillaire, est-ce qu'on peut avoir peu de gencives, voire pas du tout? Le Et maxillaire, c'est un super réservoir, c'est la muqueuse palatine. Donc tu décaleras ton incision à la pose d'implant et jamais lors de la greffe. À chaque fois qu'on vous dit il faut décaler en palatin, c'est la pire erreur qu'on fait, hein. Si tu fais une incision décalée en palatin, bah, tu auras de plus en plus de mal à fermer. Donc non, au maxillaire, il y a rarement de problème de tissu puisque tu as le palais. Donc tu décales, tu épaisseur partielle. justement, la question s'oriente sur la gestion de l'esthétique. Est-ce que, quand c'est justement disgracieux, est-ce que du coup, comment tu fais pour gérer sans substitut prothétique, justement? C'est une très bonne question là aussi. Le problème, c'est que ayant une activité de chirurgie orale et de chirurgie préimplantaire et implantaire, mais
beaucoup de préimplantaires, j'ai beaucoup de correspondants qui veulent eux-mêmes poser leurs implants. Et des fois, je ne revois pas les patients. Donc, je pense que la gestion des tissus mous doit être faite lors de la pose des implants avec une empreinte immédiatement pour faire un bridge provisoire lors de la mise en fonction. Et c'est lors de cette mise en fonction qu'on gérera un petit peu le tissu mou. Lors de la pose des implants, c'est bien d'aller prendre une petite tubérosité, un petit conjonctif, surtout en vestibulaire, surtout sur des implants antérieurs, surtout quand il y a une greffe, de l'épaissir. J'ai tendance maintenant à le faire de plus en plus. Le plus simple, c'est si vous avez une belle greffe, c'est vous qui posez les implants, vous posez les implants, prenez une petite empreinte à l'imprégum, vous demandez au prothésiste de vous faire une belle prothèse provisoire. Lors de la mise en fonction des implants, là encore, vous mettez les vis de cicatrisation, vous enlevez les vis de cicatrisation et vous mettez directement vous connectez le bridge provisoire un peu compressif avec des pontiques un peu ovoïdes et puis vous essayez via une incision peut-être de décharge, en tunnelisé, de placer un petit conjonctif. C'est vraiment très très élitiste et quand on va avoir des beaux résultats, on peut le faire comme ça. Mais encore une fois, la problématique, c'est qui pose des implants et celui qui pose des implants, qui fait la prothèse. Donc j'ai tendance ça dépend des correspondants encore une fois, mais mes correspondants implantologues, ils font le reste, donc c'est eux qui gèrent ça. J'ai une autre question, Mickaël. Est-ce que Nasalus implant, tu en fais par rapport aux Zygo? Je sais qui est derrière cette question. C'est un super implant. C'est un super implant. C'est une très bonne alternative, le Nasalus. J'avais un cas à faire là, mais Covid, donc ce ne sera pas tout de suite. Euh, Encore une fois, le zygomatique, quand il n'y a plus d'espoir, quand c'est déjà une crête accidentée. Voilà. Le nasalus, si on a un sinus qui part très en avant sur les canines, qui nous empêche de faire un roll and fort conventionnel, et ben alors là, nasalus, un nasalus de chaque côté. Un nasalus, donc c'est un implant qui va partir de la crête et rentrer dans le pilier canin en passant par le sinus. Donc imaginez des sinus maxillaires très 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 grands, très ballonnés qui vont partir jusqu'au niveau de la canine. On ne peut pas faire de roll and fort parce qu'on n'aura pas assez d'ancrage. Et ben à ce moment-là, vous mettez un nasalus, donc c'est un implant qui va partir de là. Je ne sais pas si on peut voir là. Il va partir de là et puis il va aller s'ancrer comme ça. Et puis il va sortir en 5-6, plutôt que de faire un zigot comme ça. Donc oui, encore une fois, ça c'est un très très bon implant de chez Southern qui a son intérêt. Cette marque a son intérêt également pour les zigos, pour le Nasalus, pour le coaxis. Il y a des choses intéressantes. Moi, ce que j'aime bien avec l'implant Zimmer, c'est qu'il est universel. Donc, c'est-à-dire que pour l'enseignement, pour l'implantologie, pour tous les cas, il s'y prête. Peut-être un peu pour l'expansion, il n'est pas assez conique, mais c'est un implant qui donne de bons résultats. On a très peu de surprises quand même. Donc voilà. Merci, Mickaël. Là, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. On est encore là et prêt à y répondre. Enfin, en tout cas, moi, à vous à les retransmettre. En attendant, Mickaël, si qu'on s'assure que tout le monde ait posé ses questions. Est-ce que, je ne voulais pas t'interrompre pour ne pas interrompre la clarté de tes propos tout à l'heure pendant la présentation, sur la distraction, combien tu as déjà réussi à gagner et tu as donné, si tu veux, un gradient à partir duquel tu indiques la distraction en termes de millimètres, mais jusqu'à combien tu as déjà réussi à gagner? Alors, à part quand on opère des Golgoth ou des trucs comme ça, des trolls, mais ça n'existe pas, ça. Donc, le problème, c'est le patient. Les atrophies osseuses jusqu'à l'os basilaire, on l'a vu avec Kawood, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à 20 mm. Donc, mis à part les grandes dysmorphoses où il y a des patients qui peuvent avoir des mandibules énormes, jusqu'à 20 mm. En fait, le problème de la distraction, c'est qu'on peut gagner. La distraction, il faut comprendre que ça a été fait par Elizarov dans les années 50, 59, et c'était pour faire grandir les gens, pour corriger des malpositions des pieds. Et donc, on peut gagner autant qu'on veut. C'est-à-dire que c'est 1 mm par jour. C'est une technique qui n'est pas connue dans l'implantologie ou peu connue, alors qu'elle est très connue en orthodontie. C'est le disjoncteur, c'est le distracteur palatin, où on va activer la clé du gamin pour gagner en expansion transversale. Et ben c'est pareil en alvéolaire. Une fois qu'on a fait notre ostéotomie, on va mettre notre distracteur et on peut gagner jusqu'à 1 mm par jour. Et ben, si on a un distracteur qui fait 10 mm et qu'on veut gagner 10 mm, et ben on les gagnera. Si on veut 15, on peut gagner 15.
Alors, chez KLS Martin, on va jusqu'à 20 mm, il me semble, pour les distracteurs à puits basilaire. J'ai un cas, j'ai trois cas de gains entre 15 et 20 mm en 21 jours, ce qui est quand même assez exceptionnel. De toute façon, c'est un peu ce qui est retrouvé dans la littérature, hein. C'est à peu près, on peut gagner jusqu'à 20 mm, hein, ça. En fait, tu peux gagner jusqu'à autant que tu veux, mais à un moment, tu peux sortir du couloir prothétique et C'est ça. Et puis après, avec toutes les contraintes que ça peut impliquer pour le patient, c'est un peu ce qui est retrouvé. C'est un peu difficile d'aller au-delà, même si effectivement sur les membres inférieurs, ça peut être illimité, mais c'est sûr. Tu en peux bouche, avoir une contrainte avec la tige à un moment. C'est-à-dire que c'est ça. C'est pour ça qu'on est plus limité dans la cavité orale. Écoute, j'essaie de gagner du temps en te posant des questions, même si je connaissais les réponses, pour, je sais que tu les connais. pour laisser le temps aux gens de trouver des inspirations au cas où. Mais je pense qu'on a fait le tour des questions. Bon, bah, merci à En tout tous cas, alors. merci à tous. Tu as, Oui, attendez, je peux parler maintenant? tu as plein de remerciements et de félicitations, Mickaël. Bah, merci beaucoup. Et ben, je vous donne rendez-vous sur le groupe Team Pitié ou sur Doxam ou sur Instagram. Et puis sinon, bah, pour ceux qui ont envie bah, de nous rejoindre dans la Team Pitié ODU qu'on coordonne avec Alice de chirurgie préparatrice pré et péri-implantaire orale. Et puis voilà quoi. Avant de te redonner la parole, Anna, je voudrais juste voilà, remercier tous les participants parce que je sais que vous étiez nombreux et nombreux à rester jusqu'au bout pour les questions malgré l'horaire tardif. Donc merci à tous en tout cas. Et ça m'a fait C'est plaisir de revoir vraiment sympa. certains qu'on connaît en plus. Ça fait plaisir après 8 semaines de revoir certains de nos étudiants du DU. Et Et, tous invalidés les étudiants du DU. Non, je plaisante. merci Anna. Merci à tous, merci à Michael, à Alice. On va travailler sur l'aspect battle, comme ça vous ne serez pas d'accord l'un avec l'autre la prochaine fois Elle pour est qu'on trop forte. fasse un petit peu le discours. Mais en tout cas, mille merci à tous ceux qui étaient avec nous pour cette nocturne, hein. Donc les petits enfants obligent. Et puis on se quitte un petit peu pour respirer et pour se retrouver au mieux la semaine prochaine avec la conférence d'Emmanuel Gouet lundi. Et après, on a toute une série de belles conférences pour tenir le coup avant la réouverture de notre activité le 11. Mais en attendant, très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup Anna. Au revoir, chers amis. Au revoir.